Chers élèves, bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer ce que vous avez entamé pendant le premier chapitre, qui était consacré surtout à l'influx de l'énergie et surtout les deux phénomènes qui sont très importants, deux phénomènes biologiques qui sont la respiration et la fermentation. Et donc vous avez comparé entre les deux phénomènes, surtout au niveau énergétique. Et vous avez parlé aussi d'une molécule qui est très importante, la molécule de l'ATP, c'est-à-dire l'adénosine triphosphate, qui est une molécule très riche en énergie. Aujourd'hui, donc, on va continuer. Donc, notre deuxième chapitre, c'est le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de cette énergie. Et donc, vous remarquez, d'après le titre, qu'on va insister sur le muscle squelettique, donc c'est un type de muscle, et aussi un muscle strié, qu'on va voir par la suite leur définition et comment ils vont donc convertir cette énergie. Et donc, comme rappel bien sûr, voilà, donc ces documents représente donc un résumé de ce que vous avez déjà vu, de ce qui se passe donc au niveau de l'usage des nutriments, et vous avez insisté surtout sur un métabolite cellulaire très important qui est le glucose, qui est la source d'énergie cellulaire, que ce soit pour la respiration cellulaire ou pour la fermentation, et donc l'usage de l'oxygène dans un milieu aérobie ou sans oxygène, privé d'oxygène, c'est le milieu anaérobie. Et donc, on va essayer de voir comment notre muscle va utiliser ces nutriments et cet oxygène pour transmettre cette énergie et donc activer nos muscles, bien sûr. Et donc, pour ça, premièrement, on va essayer d'étudier ce que ça veut dire la contraction musculaire. Et pour cela, on va utiliser un dispositif expérimental qui est très important, qui est le voilà, qu'on appelle le myographe. Et donc, on va utiliser une grenouille qu'on va décérébrer, c'est-à-dire qu'on va détruire son cerveau pour éliminer les mouvements volontaires. Et puis, on va par la suite déméduler notre grenouille, c'est-à-dire va détruire la moelle épinière pour éliminer ou inhiber les mouvements involontaires qu'on appelle les réflexes. Et ainsi, on va essayer de déterminer ou de chercher un muscle bien donné. Dans ce cas-là, on va prendre le muscle du membre inférieur de la grenouille, le voilà. Et donc, on va chercher un muscle bien précis, le voilà, qu'on appelle le muscle gastrocnémien, et bien sûr avec son nerf qui l'énerve, c'est qu'on appelle le nerf sciatique. Et donc, on va procéder à l'excitation de notre muscle. Ou bien une excitation directe, c'est-à-dire on excite directement le muscle, c'est une excitation directe, ou bien l'excitation à travers son nerf, c'est l'excitation indirecte. Et donc, le dispositif, il est constitué, bien sûr, d'un stylet, un stylet qui ressemble à un stylo, qui marque les mouvements au niveau de notre tambour, qu'on appelle le stylet M. Pourquoi M? Parce qu'il va nous donner un tracé qu'on appelle un myogramme. Gramme, tracé, musculaire. Et un autre stylet qui va enregistrer, qu'on appelle S, qui va enregistrer les excitations, c'est-à-dire le moment où on a procédé à l'excitation, le voilà. Donc, qu'on appelle artefact de stimulation, c'est-à-dire le moment où on a pratiqué notre excitation. Et voilà, la réponse, c'est le myogramme. Et en même temps, on va ajouter un autre facteur qui est très important, c'est celui du temps. Le voilà, le temps, par le diapason, qui donne donc le timing, le temps de l'expérience en général. Et donc, on va obtenir, voilà, le but de notre expérience, c'est d'obtenir ces graphiques-là. Le premier, c'est le myogramme, le deuxième, c'est celui des excitations, et le troisième, c'est celui du temps. Et donc, en résumé, voilà les définitions des trois stylets dont on a parlé, et bien sûr leur rôle. Et bien sûr, l'expérience
qu'on a faite sur notre grenouille, à partir de la décérébration donc, du cerveau, démodulation, donc destruction donc, de la moelle épinière, et puis la fixation de la grenouille sur le plancher. Donc on a déjà expliqué l'expérience. Donc le dégagement par dissection donc, du muscle gastrocnémien et bien sûr dans son nerf qui est le nerf sciatique qu'on a vu, et par la suite comment on a procédé par le détachement, par la coupure donc, de notre muscle tendon et relié donc, à notre appareil qui est le myogramme pour donc, enregistrer les résultats dont on a déjà donc, parlé. Et donc voilà, on détermine ou là on fait un petit rappel sur des notions que vous avez déjà vues, sur les excitations que vous avez faites sur le nerf. Nous, on va travailler bien sûr sur le muscle, c'est la même chose. Au moment des excitations, bien sûr, on remarque qu'il y a des intensités où le muscle ne répond pas, mais à un moment donné, il y aura une réponse. Et puis par la suite, le muscle va répondre à plusieurs excitations, bien sûr en augmentant l'intensité. Et donc, vous avez dit que les excitations avant la réponse, vous les avez appelées des excitations des excitations. Donc là, on applique sur le nerf sciatique plusieurs stimulation ou excitation. Et donc, on va utiliser surtout le mot stimulation et surtout la première lettre S. Donc, vous allez voir que cette lettre donc, va se répéter, c'est S, stimulation. Et donc, l'intensité augmente progressivement. Lorsque l'intensité donc, atteint donc, une valeur qu'on appelle la rhéobase ou le seuil d'excitation. Et c'est le moment où on aura une réponse, donc, au bien du nerf ou là, du muscle. Et bien sûr, les contractions, bien sûr, ils viennent donc après cette rhéobase ou ce seuil d'excitation. Et donc, on obtient au niveau GNA, au niveau du cylindre, ou là, le tambour, ce qu'on a appelé des myogrammes. Je répète, myo, c'est-à-dire musculaire, gramme, c'est-à-dire le tracé ou bien le graphique. Les constatations constatées sur, bien sûr, comme résultat, des caractéristiques essentielles, lesquelles, la première, c'est la contractilité. En excitant donc le muscle, on remarque quoi? On remarque que le muscle, il répond, il se contracte. Donc, on dit que le muscle, il est contractile. Donc, c'est une caractéristique très importante, c'est la contractilité. La deuxième caractéristique, c'est l'excitabilité, dont on a parlé. Donc, il y a des excitations auxquelles le muscle ne répond pas, et il y a le seuil, ou le départ, qu'on appelle le rhéobase, et bien sûr, des excitations plus que rhéobase, ce sont supérieures donc au seuil. Comment on les appelle? Eh bien, là, des intensités minimales qui donnent donc une réponse musculaire minimale, appelées des intensités liminaires. Et les intensités qui sont inférieures donc à rhéobase, on l'appelle inférieures, infraliminaires. Donc, ce sont des excitations qui ne donnent pas de réponse, donc ce sont des excitations inefficaces. On dit inefficaces, c'est-à-dire ne provoquent pas de contraction musculaire, alors que les intensités les supérieures au rhéobase, ce sont des intensités supérieures, donc supraliminaires, donc ce sont des excitations qui sont efficaces. Voilà. Remarque, on peut obtenir une contraction musculaire par excitation ou bien mécanique, ou bien par donc, des excitateurs mécaniques, ou bien chimiques, des produits donc, chimiques, ou bien thermiques, l'eau froide par exemple, l'eau chaude, ou bien électrique. Dans notre cas, on va utiliser surtout des excitateurs électriques parce qu'ils ont plusieurs avantages. D'abord, on peut donc déterminer l'intensité, augmenter ou diminuer l'intensité, l'intervalle entre, par exemple, les excitations, c'est donc le temps, et en plus, tout ce qui est électrique, il n'endommage pas le muscle pendant un moment donné, bien sûr, avec des limites, bien sûr. Voilà. Lorsqu'on stimule donc le muscle par une excitation électrique unique, supérieure ou égale au seuil, il se produit donc un raccourcissement donc, du muscle. C'est une contraction. C'est une contraction ou
Donc, le vocabulaire nouveau, hein, c'est quoi? Une secousse musculaire. Donc, quand on excite le muscle, il répond, il se contracte, hein, et donc on obtient une réponse. La réponse, on l'appelle une secousse musculaire. Une secousse musculaire. Racha adaliya. Et donc, une secousse musculaire, cette réponse du muscle est enregistrée, hein, par un myographe qu'on a déjà vu, bien sûr, et les courbes aussi. On passe, avant de déterminer, hein, la contraction, le mode de contraction, etc., on a deux types de contraction. Quand on dit que le muscle se contracte, hein, il faut différencier entre les contractions. Et donc, on a deux types de contractions. Quels sont ces deux types? On va prendre un même organe, le corps, qui est l'avant-bras et le bras. Et on va faire deux exercices différents avec le même organe. Un exercice qui est la flexion donc, de l'avant-bras sur le bras, et avec le même organe, on va tenir un seau qui se remplit. Donc, ce sont deux exercices complètement différents, hein, et le résultat sera différent, bien sûr. Commençons par la flexion. Hein, la flexion du bras. Qu'est-ce qui se passe au niveau du biceps? Hein? Qu'est-ce qui se passe au niveau du biceps? Donc là, on va essayer de voir. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la tension. Hein? La tension musculaire, elle reste constante. Elle ne change pas. Hein? Elle ne change pas. La tension ne change pas. Donc, elle est constante. Et la longueur du biceps. La longueur du biceps. On peut mesurer la longueur du biceps. Hein? Donc, une longueur initiale, par exemple, L1. Elle peut être, par exemple, 20 cm. Quand je procède à la flexion, hein, qu'est-ce qui se passe? Il diminue. Donc, il y a L2 qui est inférieur à L1. Et donc, delta L, c'est-à-dire L1 moins L2, donc 20 par exemple moins 10, ça fait 10. Et donc, vous avez vu en physique, qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail, c'est la force fois delta L. Donc là, hein, delta L, c'est 20 moins 10, c'est-à-dire c'est une constante. Hein? Et voilà, comment on appelle donc ce type de contraction? On l'appelle une contraction isotonique. Iso, idem, identique, la même, hein? Tonique, tonus. C'est le même tonus, hein, il ne change pas. Alors que dans le deuxième cas, qu'est-ce qui se passe? Si je tiens donc un seau, et le seau il se remplit en même temps par l'eau. Hein? Donc, à fur et à mesure, hein, la tension augmente. Donc, hein, la tension augmente. Et qu'est-ce qui se passe pour la longueur des muscles? Hein? Est-ce qu'elle change? Non, elle ne change pas. Hein? La longueur initiale L1, hein, c'est toujours L2. Donc, si je fais la différence, delta L, c'est L1 moins L2, c'est 20 moins 20, c'est 0. Donc, le travail, il est nul. Comment on appelle donc ce type de contraction? C'est la contraction isométrique. Iso, idem, même métrage, même distance, L1, c'est L2. Donc, on a deux types de contractions musculaires. Voilà, donc d'après ce tableau, on distingue ces deux types de contractions. Les voilà, contraction isométrique et la contraction isotonique. Et voilà leurs caractéristiques. Hein. Muscle qui reste constant, hein, durci, se contracte, mais la tension augmente. Alors que isotonique, la longueur du muscle change cette fois-ci. Hein, le muscle durci se gonfle, mais la tension, elle reste constante. Voilà. On passe donc au résultat. Au résultat donc, de notre dispositif expérimental. Donc, on va exciter donc, notre muscle et on va voir le résultat. Quel est le résultat? C'est le tracé, c'est le myogramme. Hein? Mais est-ce qu'il y a des cas? Bien sûr, on va voir qu'il y a plusieurs cas selon le nombre d'excitations. On peut exciter une seule fois, deux fois ou même plusieurs fois. Donc, on a des cas. On va commencer par le premier cas. C'est quoi? C'est une seule excitation efficace. Donc, on va exciter notre muscle une seule fois. Hein, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qui se passe un document. Voilà le résultat. Hein, donc là, nous avons une seule excitation. Donc là, c'est le tracé qui concerne donc les excitations. Hein, donc, une seule excitation. D'accord? Et on va voir le résultat au niveau donc, du tambour ou au niveau du cylindre qui est le myogramme. Hein? Comment est ce myogramme? Le voilà, le myogramme. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que après l'excitation, la courbe ou le myogramme ou le tracé reste constant, puis on aura une phase ascendante,
ascendante, puis après, il y aura une phase descendante. Hein. Et donc, on va distinguer combien de phases? 3 phases. La première, on va l'appeler AB, hein, AB, la deuxième BC et la troisième CD. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, hein, bien sûr, l'autre paramètre qui est très important, le temps. Et donc, que veut dire AB, que veut dire BC, que veut dire CD? AB, c'est quoi AB? C'est une phase de latence, hein, de latence ou une phase de repos. Que veut dire phase de repos ou de latence? C'est-à-dire que l'influx, hein, n'est pas encore arrivé au niveau du muscle. Hein. Donc, on va exciter non pas le muscle directement, mais à travers son nerf. Et donc, le temps, hein, le temps que va passer le trajet via le nerf, depuis le moment de l'excitation jusqu'au muscle, hein, ça demande un temps, c'est le temps de latence, c'est le temps, voilà, AB. Hein. Voilà, c'est la durée entre le moment de l'excitation et le début de la réponse, et donc c'est le moment de l'arrivée de l'influx nerveux. Que veut dire donc la phase BC? Voilà, BC, c'est la phase de contraction. Hein. La contraction, par exemple, le cas de l'isotonique. Donc, contraction, elle se caractérise par, ou bien, selon les 2 types de contractions qu'on a vus. Est-ce que c'est une contraction isotonique ou là une contraction isométrique? Hein? Ou là? Donc, 2 cas. Donc, ou bien par un raccourcissement du muscle, ou là par une augmentation de la tension. Hein? Donc, c'est la contraction. La dernière phase, c'est la phase CD. Que veut dire CD? C'est tout simplement, on revient à l'état initial, c'est-à-dire le relâchement. Hein, les 2 cas. Hein, que ce soit le cas de tenir le seau qui se remplit, un relâchement, ou bien dans le cas de la contraction, de la flexion du bras. Et donc, la phase de relâchement, le muscle, hein, il revient aux dimensions initiales. Mais bien sûr, le deuxième ou le troisième facteur, hein, on ne l'a pas oublié, hein, on va remarquer que le temps, il change. Hein. Pendant la phase AB de latence, combien ça dure? 2 millisecondes. La phase de contraction, 5 millisecondes. La phase de relâchement, 8 millisecondes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? Voilà, remarquez la remarque. Hein. On remarque donc que le relâchement, qui est de 8 millisecondes, il est plus long que la contraction qui dure que 5 minutes. Ça veut dire que nos muscles, hein, ils se reposent plus qu'ils se contractent. Hein. Et voilà. On passe au deuxième cas. Deuxième cas, cette fois-ci, on va procéder à 2 excitations. Hein. Au lieu d'une seule excitation, 2 excitations. Mais dans ce cas-là, on va distinguer aussi 3 cas. Ou bien on va rapprocher les excitations, ou bien on va les éloigner. Quels sont ces cas? Les voilà. Hein? Donc, le cas de 2 excitations, ou bien les excitations seront éloignées, hein, ou bien elles seront rapprochées. Et le rapprochement fait 2 cas. Le rapprochement, ou bien il est d'une distance de à peu près 0,6 secondes. Hein, et bien sûr, le troisième cas, les 2 excitations, ils sont très rapprochées, il n'y a que 0 seconde, 4. Et donc, on remarque quoi? On remarque que le premier cas, quand on excite le muscle, on le laisse se contracter puis se relâcher. Puis, on répète la deuxième excitation. Donc, le deuxième, il est très loin. Hein? Quel est le résultat? Le voilà. Donc, on aura 2 secousses musculaires. 2 secousses musculaires, phase de latence, phase donc de contraction, phase de relâchement ou de repos. Et l'amplitude, hein, bien sûr, hein, elle est constante puisqu'il s'agit de la même excitation. Le deuxième cas, on va rapprocher les excitations. Mais la première, elle est rapprochée, la deuxième, très rapprochée. Quelle est la différence? Tout simplement, c'est que la deuxième excitation, elle sera pratiquée ou faite pendant la phase de relâchement. La phase de relâchement de la première secousse. Alors que le deuxième cas,
hein, l'excitation, la deuxième excitation, elle sera dans la phase de contraction. Et voilà le résultat. Hein. Donc, avant qu'il y ait relâchement, on excite une deuxième fois le muscle, donc il ne se relâche pas, il se contracte de plus, et donc augmentation donc, de l'amplitude. Et donc là, vous remarquez qu'il y a quoi? Qu'il y a fusion entre les deux secousses. Mais la différence, c'est que le premier cas, la fusion n'est pas tout à fait complète, hein, de telle façon qu'on peut distinguer entre les deux sommets, alors que dans le troisième cas, on a une seule secousse, le cas vient deux excitations bien sûr. Et donc on l'appelle une fusion incomplète. Le troisième cas, c'est une fusion qui est complète. Donc il s'agit d'une sommation des deux secousses ou là des deux phénomènes. Une sommation incomplète, une sommation qui est tout à fait complète. Et donc voilà les deux types de fusion. Et donc on remarque, hein, donc les trois cas qu'on a vus, les voilà. Donc, espacé, donc deux secousses isolées. Rapproché, c'est le deuxième cas, c'est la sommation avec fusion incomplète. Hein, on peut distinguer les sommets des secousses. Et le troisième cas, hein, on ne distingue pas les sommets. Il y a un seul sommet avec une grande amplitude. Hein, c'est une fusion complète, c'est une sommation voilà, complète. Voilà les trois cas. Hein. Le premier, hein, espacés, le deuxième, ils sont rapprochés, mais le troisième, ils sont très rapprochés. Donc, une seule secousse musculaire, mais attention, hein, c'est deux excitations. Donc, il ne s'agit pas d'une seule secousse, ce sont deux secousses musculaires fusionnées. Hein. Voilà. On passe cette fois-ci à plusieurs excitations. Donc, une seule excitation, deux excitations, cette fois-ci plusieurs excitations successives. Hein? Combien de cas? Bien sûr, on va distinguer deux cas. Hein? Ou bien les excitations ils sont rapprochées, ou bien ils sont très rapprochés. Hein? Et donc le résultat il va différer. Comment? On va voir. Donc voilà, les excitations, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Regardez l'autre cas. Hein? On ne peut même pas différencier la première et la deuxième et la troisième. Hein. Donc, on remarque que les excitations, ils sont très, très, très rapprochés. Et donc, le résultat, il va différer. Voilà le résultat. Donc, quelle est la différence? Rapproché, que veut dire rapproché? Ça veut dire que l'excitation qui va suivre, il va être pendant la phase de relâchement. Hein. Donc, avant de continuer le relâchement, on recommence la deuxième excitation, puis la troisième, puis etc. Et toujours pendant la phase de relâchement. Toujours dans la phase de relâchement. Et donc, quel est le résultat? On obtient donc un myogramme qui est ondulé. Que veut dire ondulé? Ça veut dire que les secousses, hein, ils sont apparents. On peut donc différencier, distinguer les secousses. On peut même les compter. Alors que dans le deuxième cas, les excitations sont tellement rapprochées que, bien sûr, hein, on aura une contraction du muscle, suivie puis une contraction, ainsi de suite. Donc, le muscle, il se contracte d'une manière continue, donc il n'y aura pas hein, donc des relâchements. Et donc, on aura un plateau qui est continu. Et donc là, c'est une fusion hein, qui est incomplète, et là, c'est une fusion qui est tout à fait complète. Et voilà donc les deux cas. Quel est le premier cas? Voilà, petit a, c'est ce qu'on appelle un tétanos parfait. Hein? Imparfait, pardon. Imparfait, pourquoi? Parce que les secousses, ils sont bien visibles, hein? Et donc les fusions, ils sont incomplètes. Alors que le deuxième cas, c'est tout à fait le contraire. Hein? C'est un tétanos qui est parfait, c'est-à-dire que la fusion, elle est complète hein, à tel point qu'on a obtenu un plateau qui est tout à fait droit. Le phénomène qui suit, c'est le phénomène de recrutement. Que veut dire un phénomène de recrutement? C'est tout simplement, on procède à l'excitation, bien sûr, d'un muscle, hein, l'excitation d'un muscle avec plusieurs excitations, I1, I2, etc., qui sont successives,
et l'augmentation donc de l'intensité des excitations, on remarque que la réponse aussi, elle change, et surtout l'amplitude. Observez bien, regardez l'amplitude, comment elle varie. Donc la première réponse avec une petite amplitude, une amplitude plus grande jusqu'à obtenir une amplitude qui est constante. Et donc les courbes restent constantes. Donc, comment on explique donc, les résultats? Tout simplement par le fait que le muscle est constitué par plusieurs cellules, plusieurs fibres musculaires. Et donc, à chaque fois qu'on augmente l'intensité des excitations, on recrute un nombre plus important de fibres jusqu'à ce que tous les fibres musculaires répondent. Et donc, on a stabilité ou stagnation donc, de la réponse. Donc, tous les muscles sont recrutés. Et voilà les résultats avec les interprétations. La fatigue musculaire. La fatigue musculaire, c'est la même chose. On va utiliser bien sûr le même dispositif expérimental et on va, surtout au niveau des tambours, et on va procéder à plusieurs excitations sur le même muscle. Donc, on va distinguer deux types d'expériences et donc de résultats pour le même phénomène. Voilà. C'est une excitation sur un tambour qui est fixe. Puis on reprend une deuxième, donc on va voir quoi? On va voir une surposition, la deuxième secousse sur la première, puis la troisième, puis la quatrième, ainsi de suite. Et voilà le résultat. Donc la première secousse, puis la deuxième, la troisième, jusqu'à la dernière. Ou bien on peut faire autrement. C'est-à-dire que notre tambour, il tourne, et donc voilà la première, puis la deuxième, ainsi de suite jusqu'à la dernière. C'est la même chose. Le résultat est le même. Quel est le résultat? Si vous remarquez, voilà, le résultat, c'est l'amplitude qui est très importante, et là, elle devient moindre. Alors que là, on peut joindre les sommets, on peut joindre les sommets des courbes, et donc on peut tracer une courbe, qu'on appelle d'ailleurs la courbe de fatigue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre muscle est fatigué. Comment on peut voir ou distinguer donc la fatigue du muscle? Par trois facteurs importants. Les voilà. D'abord, la phase de latence, L1, qui augmente. Deuxièmement, l'amplitude, très importante, et là, elle devient plus basse. Et enfin, le temps de la secousse, il est avec un temps qui est minime, alors que quand le muscle il est fatigué, regardez le temps de notre secousse, il est très important. Voilà, donc on a terminé avec la première partie, et bien sûr, c'est le mécanisme, le mécanisme de la contraction musculaire. Il va être accompagné par d'autres phénomènes, entre autres les phénomènes chimiques, métaboliques et bien sûr calorifiques, qu'on verra dans la prochaine fois. Merci et à bientôt.